Bonjour et bienvenue sur Algomius. Après avoir fait la révision sur les différentes notions liées au chapitre des ensembles, nous allons essayer de les appliquer au travers d'un exercice pratique. Alors l'exercice sera toujours mis en contexte, il a toujours les qualités requises pour être un examen final pour l'épreuve de BTS SEO dans la partie Math-Algo. Nous allons essayer de le remettre en contexte et essayer de voir comment nous pouvons utiliser toutes les notions que nous avons vues sur les ensembles. Alors on va parler un petit peu de langage ensembliste, on va parler un petit peu de relations binaires, et on va essayer de parler aussi d'application d'ensemble dans un autre ensemble, et peut-être aussi d'application composée. On va voir comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces notions, toutes ces propriétés, pour résoudre un problème concret. Donc on va rejoindre rapidement notre exercice, on va rejoindre Kim, John et Bob, qui vont encore une fois essayer de faire des expériences au niveau, cette fois-ci, des ensembles. Alors l'exercice, vous pouvez le récupérer, je mets toujours la partie directement dans la partie description, vous pouvez le récupérer, et essayer d'y travailler, et revenir à cette vidéo pour voir quand est-ce que ça bloque. Donc quel est l'exercice? Eh bien tout simplement, on va rejoindre nos trois amis, Kim, John et Bob, qui décident cette fois-ci de mettre au point un système de cryptage de messages. Ils ont envie de s'envoyer des messages, de protéger les messages qu'ils s'envoient, momentanément, et que la personne qui reçoit le message soit en mesure de pouvoir décrypter les messages. Alors ils sont au début, ils vont utiliser des systèmes de cryptage assez simples. Donc chacun des trois essaie d'imaginer la meilleure solution pour chiffrer un message et pour pouvoir naturellement le déchiffrer. Et ils se disent que comme ils viennent de terminer le chapitre sur les ensembles, eh bien peut-être qu'ils pourraient utiliser des informations, des propriétés sur les ensembles qu'ils viennent de voir. Et donc en fait ça leur permettra justement de mêler leur projet aux dernières connaissances qu'ils ont eues pour voir en fait s'il y a un lien entre les deux. Alors d'abord, ils vont déjà essayer de s'intéresser à cette notion d'ensemble et quels sont les caractères que l'on veut crypter. Alors qu'est-ce que l'on veut mettre en place? Dans un premier temps, les trois amis se fixent une limite en termes de caractères à convertir. Ils veulent uniquement s'occuper des lettres majuscules, minuscules, donc sans accent et sans caractères spéciaux, pas forcément de E avec accent circonflexe, CCD, ce genre de choses, et des chiffres. Alors dans un premier temps, ils vont se demander, déjà ça représente combien de caractères? Et donc on va simplement essayer de donner le cardinal de chacun des trois ensembles. A est l'ensemble des lettres majuscules, B est l'ensemble des lettres minuscules, C est l'ensemble des chiffres. Bon. Alors je vais répondre directement dessus. Je vais simplement changer la couleur pour que ce soit un peu plus... pour qu'on puisse faire la différence. Alors l'ensemble des lettres majuscules, vous savez combien il y en a, il y en a 26, ça veut dire que le cardinal de A, le cardinal de l'ensemble A, c'est 26. Il y a effectivement 26 lettres dans l'alphabet, il y en a 26 majuscules. Hop. Combien il y a de lettres minuscules? Exactement la même chose, il y a 26 lettres minuscules. Donc le cardinal de B, c'est 26. Combien il y a de chiffres? Eh bien, on va de 0 jusqu'à 9. Il y a donc effectivement 10 chiffres. Donc ça veut dire que le cardinal de C est égal à 10. Ah, bon sang. Est égal à 10. Voilà. Alors, donner le cardinal de l'ensemble E des caractères considérés par nos trois amis. Donc E, ça serait l'ensemble de tous les caractères qu'ils vont essayer de crypter. Et bien tout simplement, le cardinal de E, c'est simplement... Le cardinal de E, c'est le cardinal de A, plus le cardinal de B, plus le cardinal de C. Et donc ça fait tout simplement, c'est égal à 26 plus 26, ce qui fait 52, plus 10, ça fait 62. Ils ont donc 62 caractères qu'ils veulent considérer pour leur algorithme de cryptage. Ok. Alors maintenant, ils veulent utiliser, donc on a 4 ensembles, l'ensemble A des majuscules, l'ensemble B des minuscules, l'ensemble C des chiffres, et l'ensemble E qui contient tous les autres. Alors maintenant, ils voudraient trouver des relations entre ces différents ensembles. Alors on va utiliser les ensembles A, E, B et C, et les opérateurs d'intersection et de réunion pour exprimer
que l'ensemble E en fonction des trois autres éléments. Bah, les éléments qui sont dans E, c'est les éléments qui sont dans A, plus les éléments qui sont dans B, plus les éléments qui sont dans C. Donc on est arrivé à créer notre ensemble E, avec simplement des réunions. Donc E, c'est en fait la réunion des éléments de A avec la réunion des éléments de B et la réunion des éléments de C. Alors maintenant, on voudrait l'ensemble des lettres indépendamment de la classe. De la casse, pardon. Donc ça veut dire, peu importe s'ils sont minuscules ou majuscules. Eh bien, tout simplement, cet ensemble D, ce serait simplement A, l'ensemble des lettres majuscules, union avec B, l'ensemble des lettres minuscules. Et donc l'ensemble D, maintenant, contiendrait toutes les lettres. Alors maintenant, je voudrais le complément à A dans E. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion de complément? On l'avait vu dans les révisions. Je vais simplement prendre mon ensemble E. Je vais donner ici E. Et j'ai dedans, en fait, dans cet ensemble E, contient les minuscules, les majuscules et les chiffres. Et donc, si j'ai un ensemble A à l'intérieur, non. Si j'ai un ensemble A dans E, A étant simplement l'ensemble qui contient les lettres majuscules, donc A, ce que je vais essayer de définir, en fait, tout simplement, c'est tous les éléments qui appartiennent à E, mais qui n'appartiennent pas à A. Et donc, en fait, c'est simplement les éléments qui appartiennent à E et qui ne sont pas des lettres majuscules, eh bien, ce sont simplement des lettres minuscules ou des chiffres. Et donc, mon complément à A dans E, bah, c'est tout simplement l'ensemble des lettres minuscules et l'ensemble des chiffres. Et donc, vous voyez qu'on a pu exprimer les différents ensembles grâce aux ensembles et aux opérateurs d'intersection et de réunion. Ok, alors on n'a pas beaucoup utilisé l'opérateur d'intersection, tout simplement parce que ces opérateurs n'ont pas d'intersection. Il n'y a pas d'intersection, par exemple, entre les lettres majuscules et les lettres minuscules. Il n'y a pas non plus d'intersection entre les lettres minuscules et les chiffres. C'est ce qu'on appelle des ensembles disjoints. Alors maintenant, passons à la prochaine partie qui va maintenant concerner les relations binaires. Alors les relations binaires, je vous le rappelle, c'est que on peut mettre justement en relation deux éléments, c'est pour ça qu'on appelle ça binaire, et on peut traduire cette relation de diverses façons. Alors on va essayer de voir comment nos trois amis vont essayer d'exploiter les relations binaires. Alors avant de se lancer dans les notions de cryptage plus avancées, les trois amis se concentrent sur un petit échantillon de caractères, plus précisément les chiffres 1, 2 et 3. Alors avant de commencer un truc complexe, on va commencer à crypter sur 62 caractères, ils vont déjà essayer de voir ce qui fonctionne avec 3. Alors ils se souviennent d'avoir vu les relations binaires en cours, et ils vont essayer de comprendre si des informations, des propriétés des relations binaires vont pouvoir leur servir dans leur cryptage. Alors ils veulent utiliser des propriétés des relations binaires et ils veulent associer une valeur de départ à une valeur d'arrivée. Donc c'est-à-dire qu'ils vont créer une espèce de relation, ils vont créer une relation qui permet de dire en fait que si X est en relation avec Y, ça veut dire que par rapport à leur algorithme de cryptage, X par leur algorithme de cryptage va devenir la valeur Y. Et ça veut dire qu'à un moment donné, quand on va recevoir Y, on va vouloir de nouveau le retransformer en X. Voilà un petit peu le but du cryptage. Donc si X est en relation avec Y, ça veut dire que R est la relation, on va l'écrire comme ça, si X, R, Y, alors l'algorithme de cryptage transforme X en Y. Voilà, tout simplement. Donc on a défini notre relation qui permet de dire que si j'ai une valeur de X, elle va être transformée en une valeur Y dans le message crypté. Ok. Donc on travaille sur 1, 2 et 3. Donc ils sont en train d'évaluer, ils veulent donc associer une valeur de départ à une valeur d'arrivée à l'aide de la relation, et pour cela ils proposent trois types de relations que j'ai appelées RA, RB, RC. C'est la relation A, relation B, relation C. Alors comment sont-elles décrites? Eh bien la RA, elle associe 2 avec 1, elle associe 1 avec 2, elle associe 2 avec 3, et elle associe 3 avec 2. Donc c'est-à-dire que 2 devient 1, ou alors 2 devient 3, 1 devient 2, et 3 devient 2. Bon, on va essayer de comprendre déjà comment ça marche. La deuxième, elle dit quoi? Elle dit que 2 devient 1, 1 devient 2, 2 devient 3,
3 devient 2, 1 devient 1, 2 devient 2, et 3 devient 3. Il y a des choses qui ne pourront peut-être pas être utilisées par le cryptage, hein. On le verra tout à l'heure. Et enfin, la troisième, la relation C, on dit que 1 devient 1, 2 devient 2, 3 devient 3. Ça, c'est un petit peu compliqué aussi, c'est pas vraiment du cryptage, puisqu'en fait, on n'a rien changé, hein. C'est-à-dire que chaque élément reste l'élément qu'il était au départ. Bon. Alors, pour chaque relation, on va dire si elle est réflexive. Si elle est réflexive, donc elle est réflexive si, pour tout x appartenant à E, eh bien, on a la relation que x est en relation avec lui-même. Alors, est-ce que c'est le cas? On va essayer de comprendre si c'est le cas. Donc là, par exemple, j'ai les éléments 1, 2 et 3. Dans la première, RA, est-ce que les éléments sont tous en relation avec eux-mêmes? 1, il n'est pas en relation avec 1. 2 n'est pas en relation avec 2. Et 3 n'est pas en relation avec 3. Donc, RA n'est pas réflexive. Donc, je ne vais rien noter pour l'instant. Est-ce qu'elle est symétrique? Ça veut dire que si pour tout couple XY appartenant à E carré, c'est-à-dire je prends un X dans E, je prends un Y dans E, est-ce que j'ai à la fois, si j'ai X qui est en relation avec Y, j'ai aussi Y qui est en relation avec X. Alors là, j'ai 2 qui est en relation avec 1 et j'ai 1 qui est en relation avec 2. Donc ça marche. J'ai 2 qui est en relation avec 3 et j'ai 3 qui est en relation avec 2. Donc là, effectivement, j'ai bien, si j'ai X qui est en relation avec Y, j'ai aussi Y qui est en relation avec X. Donc RA est symétrique. Alors on va peut-être rester sur les mêmes notions, hein. Ça va peut-être être plus simple, je vais juste vérifier si tout est réflexif. Donc RA, on avait dit que c'était pas réflexif. RB, eh bien on a 1 qui est en relation avec 1, 2 qui est en relation avec 2, 3 qui est en relation avec 3, donc RB est réflexive. RC, 1 qui est en relation avec 1, 2 qui est en relation avec 2, 3 qui est en relation avec 3, donc RC est aussi réflexive. Donc sur la symétrique, on a RA qui est symétrique. RB, est-ce que c'est symétrique? J'ai 2, 1, 1, 2, ça c'est bon. 2, 3, 3, 2, c'est bon. 1, 1, c'est bon. 2, 2, 3, 3, donc ça veut dire que RB est symétrique. Et RC, j'ai 1, 1, j'ai 1, 1, j'ai 2, 2, j'ai 2, 2, j'ai 3, 3, j'ai 3, 3, donc ça veut dire que RC est aussi symétrique. Ensuite, asymétrique. Si pour tout couple, de nouveau que je prends X dans E et dans Y dans E, si on a X relation avec Y, j'ai aussi Y en relation avec X. Là, en fait, on s'aperçoit que je suis en relation de 2 avec 1, 1 avec 2, et pourtant, j'ai pas la relation de 2 avec 2. Donc, RA, en fait, ne marche déjà pas. Ça marche déjà pas. Donc RA n'est pas antisymétrique. Est-ce que RB l'est? Si j'ai 2, 1, j'ai 1, 2, et donc j'ai 2 qui est en relation avec 2. Donc ça a l'air d'être bon. J'ai 2, 3, j'ai 3, 2, et j'ai 2 qui est en relation avec 2. Là, on est bon. J'ai 1, 1. Est-ce qu'on peut trouver encore quelque chose? J'ai 1, 1, j'ai 1, 2, et donc j'ai en relation avec 2. J'ai 2, 2, j'ai 2, 1. Est-ce que 2 est en relation avec 1? Oui. J'ai 3, 3. Et j'ai 3 qui est en relation avec 2. Donc j'ai l'impression que RB est effectivement antisymétrique. Ouais, j'ai 3, 3. Ouais. Est-ce que RC est antisymétrique? Eh bien en fait ça, eh bien on n'a jamais ça et son inverse. Donc dans RC on l'a pas, puisqu'effectivement on n'a jamais une relation symétrique et son inverse. Donc ça, on va le mettre comme ça. Est-ce qu'elle est transitive? Est-ce qu'on a des transitives là-dedans? Ça veut dire que si on a X en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors on a forcément X en relation avec Z. Qu'est-ce que ça voudrait dire tout ça? Est-ce qu'on a Y qui est en relation avec Z, Z qui est en relation avec
Y, et donc ça voudrait dire qu'on a forcément par transitivité 2 qui sera en relation avec 2. Donc là, c'est pas le cas. J'ai 2 qui est en relation avec 1 qui est en relation avec 2, et pourtant, j'ai pas 2 qui est en relation avec 2. Donc je n'ai pas de notion de transitivité pour RA. Pour les mêmes raisons, je n'ai pas de raison de transitivité pour les autres non plus. Ça, on a pu le démontrer aussi. Du coup, pourquoi aucune de ces solutions ne peut convenir pour crypter un message? Eh bien en fait, les solutions ne peuvent pas convenir parce que, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le cryptage, en fait, normalement, devrait pouvoir être codé et décodé. Or là, on s'aperçoit dans le premier cryptage que 2 pourrait être transformé en 1, mais 2 pourrait aussi être transformé en 3. Et donc, ça veut dire comment est-ce que je décrypte? Eh bien, si j'ai un 1, ça pourrait être un 2 qui me l'a donné, mais si je pourrais avoir un 3, ça pourrait l'être aussi. Pire encore, 1 devient 2, ou 3 devient 2. Donc ça veut dire que si j'ai un 2, je ne peux pas savoir comment revenir en arrière. Donc en fait, je ne peux pas crypter avec cette façon-là. La deuxième, c'est exactement la même raison. Il y a des différences multiples. En fait, un 1 peut devenir 1, un 1 peut devenir 2, et donc en fait, on n'a pas la possibilité de revenir en arrière, puisqu'on ne comprend pas exactement, on n'a pas cette notion de pouvoir revenir en arrière, parce que plusieurs éléments d'origine peuvent donner plusieurs images différentes. Et enfin, la troisième, on ne va pas l'utiliser parce qu'en fait, c'est pas un cryptage, hein, c'est que 1 devient 1, 2 devient 2, et 3 reste 3. Donc en fait, il n'y a pas de cryptage qui est fait. Simplement, les éléments de départ sont exactement les mêmes que les éléments d'arrivée. Donc il n'y a pas de cryptage à ce niveau-là. Alors j'ai un truc qui me turlupine depuis le début, c'est que RB est à la fois symétrique et antisymétrique, donc j'aimerais revenir un petit peu là-dessus. Et je crois qu'en fait, j'ai raisonné en termes de transitivité. RB n'est pas antisymétrique en fait. Antisymétrique, ça veut dire que si on a X qui est en relation avec Y et Y qui est en relation avec X, typiquement c'est ce qu'on a là, ça veut dire que X est égal à Y. Et là en fait on voit que non. En fait 2 est en relation avec 1 est en relation avec 2, alors que 1 et 2 sont bien différents. Donc en fait je me suis trompé ici. La relation RB n'est pas antisymétrique. Moi j'avais parlé de transitivité. Donc pour la même raison, là aussi, on a 1 qui est en relation avec 2, 2 qui est en relation avec 1, et pourtant 1 n'est pas égal à 2. Donc RA n'est pas non plus antisymétrique. En termes de transitivité, là on a la transitivité, c'était bon. Ça, je l'avais correctement fait. Donc en fait, effectivement, on ne peut pas être à la fois symétrique et antisymétrique, c'est ça qui me posait problème depuis le début. Et effectivement, j'avais plutôt parlé de transitivité à ce niveau-là. La transitivité, est-ce qu'elle s'appliquerait? J'ai 2 qui est en relation avec 1, j'ai 1 qui est en relation avec 2, donc j'ai 2 qui est en relation avec 2, ça c'est vrai. J'ai 2 qui est en relation avec 3, 3 qui est en relation avec 2, donc 2 est en relation avec 2, ça c'est vrai. Ouais, effectivement, RB, c'est... Du coup, RB, elle est transitive. C'est là l'erreur que j'ai faite. J'ai analysé la transitivité au lieu de l'antisymétrie. Ok, donc là on est bon. Alors, on a expliqué pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas convenir pour crypter un message, tout simplement parce que là, j'ai des incertitudes, je ne pourrais pas revenir en arrière si jamais je voulais décrypter, et là, en fait, le RC, c'est pas du tout un algorithme de cryptage. Lui, il donne bien une valeur d'arrivée par valeur de départ, mais je ne peux pas l'utiliser parce qu'en fait, il n'y a aucun cryptage. Cependant, les propriétés qui ont été mises en lumière ici, c'est tout simplement que, pour que je puisse crypter efficacement, eh bien tout simplement, il faut que chaque valeur de départ soit associée à une et une seule valeur d'arrivée. Ok, ça marche. Alors maintenant, on va s'occuper des applications d'ensemble dans un autre ensemble, et on va encore une fois se baser sur les notions de cryptage. Donc qui m'a entendu parler de l'algorithme de chiffrage affine pour crypter les messages? C'est simplement un algorithme de cryptage dont la fonction de cryptage est une fonction affine, donc du type égal y égale à x plus b. Fonction affine, c'est toutes les fonctions qui vont vous donner des lignes droites. Quel en parle à John qui décide d'utiliser pour crypter le chiffrage 0 à 9. Il utilise pour cela la fonction f de x égale 4x plus 7 modulo 10. Pourquoi modulo 10? Tout simplement parce que je veux que le résultat de mon cryptage soit toujours un chiffre compris entre 0 et 9. Si je veux un chiffre entre 0 et 9, je vais faire un calcul et je veux que ce calcul le remette entre 0 et 9. Eh bien, la solution que je vais utiliser, c'est simplement de faire un modulo 10. Modulo 10, c'est le reste de la division entière par 10.
qu'est-ce que je peux avoir comme reste de division entière? Eh bien, je peux avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je ne peux pas avoir 10 parce que sinon, ça voudrait dire que j'ai de nouveau une divisibilité en plus et je vais revenir à 0 en termes de reste. Et donc, si vous voulez un reste compris entre 0 et n, vous faites simplement, vous divisez par modulo n. Et c'est ce que je vais faire ici. Alors, on va faire exactement la même conversion qui a été faite là. On va la faire sous Excel. Hop, je vais enlever les bordures. Et je vais dire en fait tout simplement que j'ai donc mon ensemble de départ, donc c'est-à-dire tous mes chiffres de 0 à 9, et je veux utiliser un cryptage affine dessus. Et donc je vais faire simplement, je vais prendre mon nombre de départ, alors c'est quoi la fonction? Je vais multiplier par 4, je vais faire plus 7, donc j'ai de nouveau la fonction affine, hein. AX plus B, là le A est égal à 4, B est égal à 7, voilà. Je vais tirer vers le bas, et si je fais ça, en fait, je vais m'apercevoir que je vais avoir des assez grands nombres. Et donc ce que je vais faire, je vais simplement rajouter un modulo 10, donc reste de la division entière par 10, pour ramener tous ces chiffres entre 0 et 10. Voilà. Et donc j'ai bien retrouvé le tableau qui m'est donné dans l'énoncé. Alors on s'aperçoit que l'ensemble de résultats, en fait, eh bien, il contient ces solutions-là. Alors, on peut dire que, cette conversion, est-ce qu'elle est injective, surjective ou bijective? Eh bien, en fait, pour répondre à ce genre de questions, on peut revenir à la définition. Donc, surjective, ça veut dire que chaque élément de f possède, donc chaque élément de l'ensemble résultat, possède au plus un antécédent. Alors, possède au plus un antécédent, ben non, en fait, on voit que 7 possède 0 comme antécédent, et 4 et 7 possèdent aussi 5 comme antécédent. Donc je ne suis pas dans au plus un antécédent, donc elle n'est pas surjective. Est-ce que chaque élément de f possède au moins un antécédent? Donc là, effectivement, si je considère que f, c'est simplement ces éléments, oui, ils ont tous un antécédent. Donc, cette fonction serait injective. Donc elle n'est pas bijective, elle est injective parce que, eh bien, elle est injective et pas surjective, donc elle ne peut pas être bijective. Donc cette fonction est bien injective. Ok. Peut-elle être utilisée dans le cas d'un chiffrage? Alors, bonne question. Eh bien, il suffit de regarder. Eh bien non, elle ne peut pas être utilisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que le 0 se convertit en 7, le 5 se convertit en 7 aussi, donc ça veut dire que si vous avez 7 dans le message crypté, eh bien vous ne savez plus si le message d'origine c'était 0 ou si c'était 5. Pareil, le 1 devient 1, le 6 devient 1, eh bien si j'ai un 1 dans mon message crypté, je ne sais pas quel était le chiffre d'origine. Et donc ça va poser un problème. Donc non, je ne peux pas l'utiliser comme fonction de chiffrage. Alors Bob essaie de comprendre le problème, et il lit sur le forum spécialisé que l'algorithme de chiffrage affine ne fonctionne que si le coefficient directeur et le nombre d'éléments sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur PGCD, leur plus grand commun diviseur, est de 1. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de diviseur commun plus grand que 1. Alors, la première chose, je vais donc donner la liste des A possibles, tels que le PGCD de 10 et de A est égal à 1. Bon, pour ça, je vais simplement rechercher quels sont les diviseurs de 10. Donc, par exemple, les diviseurs de 10, bon, 10, effectivement, il y a 1, on est d'accord, mais il y a 2, puisque 2 fois 5 égale 10, 3 ne l'est pas, 3 n'est pas divisible par 10, 10 n'est pas divisible par 4, 10 est par contre divisible par 5, il n'est pas divisible par 6, il n'est pas divisible par 7, il n'est pas divisible par 8, pas par 9. Ok, donc il est divisible par 2. Il est divisible par 2 et par 5. Donc pourquoi est-ce que 4 ne marchait pas? Eh bien tout simplement parce que 4, lui aussi, est divisible par 2. Tout simplement. Hein. 4 est aussi divisible. 4, c'est simplement 2 fois 2. Donc vous voyez que là, ça n'allait pas en fait parce qu'ils avaient un diviseur commun qui était 2. Et à partir de là, eh bien tout simplement, on ne pouvait pas continuer. Donc maintenant, qu'est-ce que choisissent de faire nos deux amis? Bob propose donc d'utiliser la fonction affine f de x égale 3x plus 4. Cette fois-ci, le coefficient directeur, c'est 3.
Est-ce que ça va marcher? Bah oui, puisque si jamais je prends 3, en fait, les diviseurs de 3, c'est tout simplement 3 et 1. Et donc ça veut dire que 3 n'étant pas diviseur de 10, eh bien normalement le PGCD de 10 et de 3 devrait normalement être 1. Donc Bob a raison d'utiliser une fonction affine 3 fois x plus 4. Alors, si on modifie maintenant la fonction, il utilise 3 fois x plus 4, donc il utilise 3 à la place de 4, et il utilise 4 à la place de 7. Vous allez voir que le coefficient, en fait le b dans la fonction affine n'a pas grand chose à voir. Alors est-ce que cette fonction de répartition maintenant elle est bonne? On va regarder. On a effectivement le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Donc ça veut dire que tous les nombres de départ ont été convertis en un autre nombre de départ, mais tous les nombres de départ sont de nouveau représentés. Ok. Cette conversion est-elle injective, surjective ou bijective? En fait, on s'aperçoit que tous les éléments de résultat sont associés à un et un seul élément de départ, donc ça veut dire qu'elles sont à la fois surjectives et injectives, et comme elles sont surjectives et injectives, eh bien ça veut dire que cette fonction de conversion est bijective. Voilà. Donc à partir du moment où on est sur une fonction de cryptage bijective, eh bien là on va pas avoir de problème pour pouvoir la décoder. Donc on est normalement plutôt pas mal. On va encore s'intéresser à la composée d'application. Donc effectivement, notre fonction de cryptage fonctionne, celle qu'on a mis en place, la codage affine, mais Kim, elle propose d'aller encore un petit peu plus loin. On pourrait rendre en fait le message encore plus difficile à décoder en utilisant en fait deux chiffrages l'un derrière l'autre. Donc le chiffrage affine de Bob, et en plus on va effectuer un décalage César de 3 positions. Donc je reprends mon petit tableau, et je dis simplement, voilà, j'ai mon ensemble de départ, mon chiffre de départ, j'ai fait un codage affine dessus, et je vais encore relancer un César. Un codage César, c'est simplement un décalage de 3. C'est-à-dire que je vais prendre tous les nombres qui sont ici, et je vais simplement leur ajouter 3. Alors je vais de nouveau avoir le même problème qu'avant, c'est que si je leur ajoute 3, je vais avoir des nombres qui vont dépasser 10. Et ça je veux pas, puisque moi je veux continuer à les coder sur un seul chiffre. Donc je vais de nouveau avoir recours à mon modulo. Je vais de nouveau faire un modulo 10, qui va me permettre d'avoir de nouveau des nombres qui sont compris entre 0 et 10. Ok. Est-ce que ça marche? Regardez bien. J'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça veut de nouveau dire que le décalage César me permet de nouveau d'avoir un codage bijectif. C'est-à-dire que pour chaque résultat, j'ai de nouveau une seule partie à l'entrée. Ok. Donc on a donc une composition d'application. On applique d'abord notre fonction G, donc d'abord notre fonction F, notre fonction de cryptage affine, et une fois que c'est fait, on va encore ajouter la fonction de décalage César. Alors la première, on avait vérifié que c'était bien une bijection, et la deuxième, on a vérifié aussi chaque élément de l'espace résultat a un et un seul antécédent dans l'espace de départ. Donc ça veut dire que le cryptage César est également une bijection. Alors, si jamais j'ai ma fonction f qui est une bijection et ma fonction g qui est une bijection, qu'est-ce que je peux en conclure sur la composition de g rond f? Eh bien, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours. Une composition de deux bijections est elle-même une bijection. Donc, c'est-à-dire que je n'aurai pas de problème pour crypter avec la fonction composée qui va commencer par un cryptage affine et puis ensuite qui va faire un décalage César. La composition de deux fonctions bijectives reste une bijection, et donc comme j'ai besoin d'une bijection pour pouvoir crypter mes messages, eh bien, je suis parfaitement dans les clous. Alors crypter c'est bien, mais maintenant ce que l'on aimerait aussi pouvoir, c'est décrypter le message, le déchiffrer. Alors maintenant on va essayer de déchiffrer le message codé avec cette composition. Alors on va donner g-1 de la fonction qui permet d'annuler g de x. Alors quelle est cette fameuse fonction? Eh bien, la fonction g, en fait, elle a ajouté 3. Donc ça veut dire que ma fonction qui va permettre de faire le processus inverse, en fait, va simplement retirer 3. Si j'ai décalé de 3 vers la gauche, je vais simplement redécaler de 3 vers la droite. Donc c'est-à-dire que je vais faire l'opération inverse, je vais faire ça, moins 3. Ok. Par contre, cette fois-ci, je me retrouve avec des nombres négatifs.
Et ça, je ne veux pas avoir. Moi, je veux simplement avoir des nombres entre 0 et 9. Bah, encore une fois, c'est le modulo qui va m'amener la différence. Je vais faire un modulo 10. Voilà. Et qui va me permettre justement de remettre mes nombres en ordre. Et normalement, si mon décodage se fait bien, eh bien cette colonne et cette colonne devraient avoir les mêmes données. Alors je vérifie, c'est effectivement le cas. Donc je suis bien revenu avec cette première étape sur mon chiffrage César. Donc la fonction g-2x, tout simplement, pour revenir en arrière, c'est simplement le décalage. Si mon g2x c'était x plus 3, et bien là je vais avoir x moins 3, le tout, encore une fois, modulo 10 systématiquement. Ok. Donc sachant que f de moins 1 est la fonction réciproque de f, c'est-à-dire que ça permet en fait de revenir en arrière par rapport à la fonction de cryptage affine, c'est-à-dire je décode le cryptage affine. Donner la composition qui va permettre de déchiffrer le message. Eh bien tout simplement, là c'est quelque chose auquel il ne faut pas se faire avoir, c'est-à-dire que j'ai crypté d'abord en affine, puis j'ai crypté en César. Par contre, quand je décrypte, il faut que je fasse l'opération inverse. J'ai fini par crypter en César, je commence par décrypter le César. J'ai commencé par décrypter l'affine, et bien je termine par crypter l'affine. Et donc là où j'avais une composition qui était G rond F pour crypter dans un sens, et bien pour crypter dans l'autre sens, pour décrypter le message, il faut d'abord que j'applique la dernière fonction, qui est donc G de moins 1, et ensuite que je décrypte avec la fonction f de moins 1. Donc là, ça me paraissait intéressant de le voir sous cet aspect-là, cryptage-décryptage, c'est-à-dire que dans un sens, vous allez d'abord crypter en affine, puis en César, et quand vous allez décrypter, vous allez d'abord décrypter le César, puisque c'est le dernier que vous avez encrypté, puis l'affine. Et vous voyez, il faut faire très attention, parce que la réciproque de notre fonction, en fait, eh bien, les fonctions sont bien réciproques, mais sont aussi dans l'autre sens. Alors, on vous donne cette fois-ci une fonction réciproque f de moins 1 de x égale 7 fois x moins 4 modulo 10. Vérifiez que l'on peut décoder nos chiffres avec la composition proposée au-dessus. Alors, c'est quoi ces 7 fois? Alors, je vais simplement utiliser ça. Donc là, j'ai déjà décodé avec un César moins 3, donc j'ai déjà g de moins 1. Maintenant, je vais simplement utiliser le décodage affine, c'est-à-dire que je vais reprendre le nombre qui a été codé en César, et je vais faire 7 fois, je vais simplement utiliser la fonction qu'on me donne. Je vais prendre ma valeur de x, moins 4, modulo 10. Ah oui, je ne peux pas écrire ça comme ça. Ouais. Je suis sous Excel, donc j'ai besoin de faire le modulo 10. Modulo 10, c'est toujours pour la même chose, hein, c'est pour ramener de nouveau les nombres entre 0 et 9. Voilà. Je tire ma fonction vers le bas et je m'aperçois que j'ai de nouveau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactement ce que j'avais au départ. Donc j'ai bien codé en affine, codé en César, décodé en César, recodé en affine. Et donc j'ai bien vérifié que les deux fonctions que je mets en place, en fait, m'ont bien permis de décoder l'ensemble de solutions que j'avais, c'est-à-dire les nombres de 0 à 9. Et donc en fait, au travers de ce petit exercice, on a mis en application énormément de choses sur les ensembles, notamment sur les applications, les compositions d'applications, les compositions réciproques, les fonctions réciproques. Tout ça, ça nous a permis en fait de mettre en place notre petite fonction de conversion, notre fonction de chiffrage et déchiffrage. On a aussi vu qu'à partir du moment où on voulait avoir une fonction de chiffrage, on voulait pouvoir aller dans un sens et aller dans l'autre, ce qui nous imposait en fait d'avoir une fonction bijective. Alors voilà ce petit exercice complètement résolu. Vous pouvez retrouver le sujet naturellement dans la description. Je mettrai toujours le sujet dans la description pour qu'on puisse le récupérer. Et qui nous ont permis finalement de voir des applications sur la théorie des ensembles. Ça nous a permis de balayer énormément de notions. On a vu un petit peu les notions d'ensemble, de cardinalité, d'éléments. On a vu aussi un petit peu des éléments sur les relations binaires. On a essayé de comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et tout ça, ça a été mis en place et on est arrivé à résoudre un problème concret avec les différentes propriétés que l'on avait mis en place pour la théorie des ensembles.
Donc voilà, c'est encore une bonne fiche de révision qui va vous permettre encore une fois de maîtriser un petit peu mieux les concepts de ce chapitre sur les ensembles. Donc je vous dis juste bon courage pour cet exercice, pour en comprendre les tenants et les aboutissants, et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur les révisions et notamment sur le dernier chapitre qui nous manque, le chapitre des graphes. À bientôt!